Alors, stress, angoisse, peur. Après, il y a eu des petites joies, des petites victoires. Puis la greffe à la fin, la plus grosse des victoires. Il faut s'imaginer que le patient, c'est l'épicentre d'un tremblement de terre. Donc on va dire que le patient, il est à une certaine magnitude, qu'il est fort. Sauf que le tremblement de terre, il va pas s'arrêter au patient. Il va aller plus loin. Du coup, ça veut dire que, en fin de compte, une maladie, ça touche pas juste une personne, ça touche plein de personnes. Bienvenue sur Cœur battant, le podcast qui fait battre le cœur de ceux qui vivent, de près ou de loin, avec les pathologies cardiaques. Nous sommes Mylène et Fanny, deux sœurs unies par une histoire extraordinaire. L'une a soutenu, l'autre a survécu grâce à une greffe du cœur. Dans chaque épisode, nous vous invitons à plonger dans des récits authentiques et émouvants, à rencontrer ceux qui ont traversé des épreuves et ceux qui les accompagnent, le tout éclairé par les avis précieux de professionnels de la santé. Notre mission ? Vous donner les clés pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux accompagner les pathologies cardiaques, tout en tissant un lien de confiance entre patients, aidants et soignants. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts et plus résilients. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement. C'est parti. Aujourd'hui, on vous propose un épisode un peu particulier, enregistré lors de notre petit road trip entre sœurs à l'occasion du Téléthon 2025. Fanny y participait pour sensibiliser et faire avancer la recherche sur les maladies génétiques rares et plus particulièrement sur la maladie de Danon, celle dont elle est atteinte. À cette occasion, nous avons eu la chance de partager un tournage avec France Télévisions, dans le cadre du Téléthon, et d'échanger ensemble sur notre vécu, notre lien de sœurerie et sur l'impact de la maladie dans notre quotidien. C'est un épisode très personnel, enregistré un peu comme une conversation entre sœurs sur la route, authentique, spontané et plein d'émotions. On espère que ce témoignage pourra apporter du soutien à d'autres familles confrontées à une errance diagnostique ou à la maladie d'un proche. Ici, on s'est livré à cœur ouvert. On espère que cet épisode vous touchera tout autant que nous. Pour l'épisode du jour, on a décidé de délocaliser le studio d'enregistrement. On est parti de Strout et on est arrivé à l'étang de Hanau, qui n'est pas très très loin de chez nous. Donc du coup, je disais qu'on a délocalisé le studio d'enregistrement comme vous avez pu l'entendre, d'où les bruits un peu parasites de voitures et autres petits sons de nature, car nous sommes partis toutes les trois avec mes deux sœurs, donc Fanny que vous connaissez déjà parce qu'elle anime le podcast Cœur battant avec moi, et Lydie, notre petite sœur, qui est venue nous rejoindre pour cet épisode un peu spécial. Première fois pour moi. Est-ce que ça vous dit, on se présente rapidement et on dit pourquoi est-ce qu'on est partis toutes les trois ensemble ce week-end ? Bah ouais, allez. Faut que je me présente comment ? Tu te dis, ouais, c'est Fanny, vous avez l'habitude de... Ah oui, ok. Moi, c'est Fanny, je co-anime le podcast avec du coup Mylène. Donc aujourd'hui, on est avec mes deux sœurs pour la cause du Téléthon. Donc c'est la première fois qu'on part toutes les trois en week-end en van. C'est une sacrée aventure, mais c'est chouette. Et du coup, on est là aussi pour la cause, pour soutenir les patients Danon et la recherche. Dans le cadre du Téléthon 2025. Exactement. À toi, Lydie. Est-ce que tu peux te présenter ? Moi, je m'appelle Lydie, je suis la petite sœur du trio. Ouais. C'est la première fois que je viens sur le podcast. Et c'est bizarre. Mais ouais, du coup, on est toutes les trois ensemble pour le Téléthon. Et on en a profité pour faire un week-end en sœurs. Et on fait un petit épisode spécial. Ouais, et c'est chouette. Ouais, c'est super chouette. Moi, j'aime bien.
Et du coup, moi, c'est Mylène, donc je co-anime effectivement le podcast Cœur battant avec Fanny. Et donc, on vous propose aujourd'hui un petit épisode spécial autour de comment on a vécu un peu la maladie cardiaque de Fanny, jusqu'au diagnostic de la maladie de Danone. Et ensuite, on parlera également de ta greffe cardiaque et un peu ce que ça a fait sur nos liens entre sœurs. Et voilà comment ça nous a peut-être soudés et comment chacune l'a vécu. Donc ça peut être intéressant. Alors, je commence avec la première question. C'est de dire quel est le premier souvenir marquant lié à la maladie de Fanny. Alors Lydie, tu peux peut-être commencer. Moi, j'enchaîne et je tournerai la question autrement pour toi. Alors moi, j'étais petite à l'époque, j'avais 9 ans, je crois. Et je m'en souviens pas très bien, parce que je comprenais pas tout ce qui se passait. Je me souviens du premier incident de Fanny, du premier malaise cardiaque, du coup, le jour de son anniversaire, quand vous aviez fait la sortie à vélo toutes les deux. Mais je me souviens juste vaguement que ça allait pas chez Fanny. J'ai pas plus de détails. Et le truc le plus marquant qui m'avait choquée à l'époque, c'était quand elle était partie à Paris, du coup, pour se faire implanter son défibrillateur. Donc là, on avait déjà bien évolué dans le processus. Et c'est juste que j'étais toute seule, du coup, chez une copine, pendant que maman et papa étaient partis avec Fanny à Paris. Et ce qui m'avait marqué, c'était qu'ils étaient censés partir 24-48 heures max. Ils sont partis presque 2 semaines. Et j'avais pas de téléphone portable à l'époque. Donc j'étais un peu coupée du reste de la famille. C'était super stressant et j'avais très peur parce que je savais que Fanny allait se faire opérer. Et c'était quand même quelque chose... Enfin, je savais qu'on allait toucher à son cœur. Et bon, quand t'as 9 ans et que tu te dis oh, ma sœur elle va se faire opérer, ils vont lui toucher le cœur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'elle va mourir? Et je sais que j'avais très très peur. Mais j'avais toujours gardé une photo de nous avec maman. Je l'avais avec moi. Et du coup, je gardais ça. Et j'attendais les coups de fil avec impatience. Tu avais pu avoir des nouvelles de la part de maman. Est-ce que tu as pu l'avoir au téléphone ou est-ce que c'est uniquement des nouvelles qu'on t'a rapportées? Ou tu étais en direct quand même? J'étais rarement en direct parce que du coup, j'étais à l'école. Et maman appelait la mère de ma copine de classe, du coup. Et c'est elle qui me transmettait les infos. Ouais, donc c'était que par relais, ouais. personne interposée. Donc Je sais que quand même quelques fois, j'avais des nouvelles de maman. Et Fanny, je crois que je l'avais aussi au téléphone. Franchement, c'est très vague de cette époque-là. Ça remonte maintenant. Mais je crois que c'était plus souvent interposé que c'était... Du coup, c'est pas forcément chouette parce que c'est... d'avoir des nouvelles par d'autres personnes, c'est jamais... J'étais toute seule, j'avais pas de nouvelles. J'étais un peu perdue, j'avais très peur. C'était angoissant, ouais. Alors pour moi, j'ai l'incident du vélo en tête à ton anniversaire du coup, où tu avais reçu ton vélo et que tu voulais aller le tester. Donc on est allé faire une balade à vélo et le retour était effectivement très catastrophique parce que t'arrivais... Franchement, j'ai eu super peur. Au bout d'un moment, je t'ai arrêté et puis je me suis dit, il faut que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Mais je sais pas si tu t'en souviens, mais je t'avais allongé sur un banc en bois et je t'avais monté les jambes en l'air et je m'étais dit... voilà, il y a un truc qui cloche, je sais pas quoi. Moi, ça me faisait vachement penser parce que tu respirais en fait super super fort. Donc vraiment une respiration super bruyante. Du coup, je m'étais dit, oh là, elle fait une crise d'asthme, enfin voilà, je sais pas comment faire. Mais en même temps, c'était bizarre, c'était une crise d'asthme et t'avais des sueurs froides et tu devenais un peu violette. Donc là, du coup, je me suis dit, oulala, c'est quoi ce truc? Et j'avais pas de téléphone. Et du coup, je pouvais prévenir personne. Donc, je me suis dit, il faut qu'on arrive à rentrer. Sauf que pour rentrer, il restait une super grosse pente. Je me suis dit, mais jamais l'avion n'y arrivera. Donc, on a poussé nos vélos. J'étais interdit de repédaler dessus. Et je crois que Lucas, du coup, qui était avec nous aussi après sur le retour, il a tiré mon vélo. Et moi, j'ai poussé le tien et je t'ai aidé à marcher pour éviter l'effort physique trop dur. Ça, je me souviens. Mais voilà, donc c'était vraiment catastrophique. Ça, mais je savais pas que tu avais un problème au cœur à ce moment. Enfin, personne ne le savait. Et le deuxième souvenir super marquant, du coup, j'avais passé l'été. Donc après ton anniversaire, je suis partie 2 mois aux États-Unis et j'avais fait des cours d'été là-bas. Et au mois d'août, tu avais eu ton rendez-vous chez le cardiopédiatre. C'est par téléphone aussi que j'ai eu la nouvelle que le rendez-vous, ça s'était pas du tout bien passé et qu'en fait il t'avait détecté une super grosse anomalie cardiaque et comme j'étais loin, pareil, ça m'a assez
choquée en me disant zut, il y a quelque chose qui va pas et en même temps je suis loin et je peux rien faire et je comprenais pas trop parce que je pense que maman, pour me protéger, elle voulait pas tout me dire. Je me souvenais même plus que t'étais pas là à ce moment-là. Moi non plus, je m'en souviens pas. Là, je suis rentrée après. Je dirais un autre souvenir super marquant, mais ça rejoint un peu les mêmes événements qui t'ont marqué toi aussi, Lydie. Le troisième, c'est quand maman... parce que du coup, moi, j'étais au lycée quand tu as été hospitalisée à Paris et qu'ils avaient décidé de t'implanter un défibrillateur cardiaque. Et du coup, j'avais déjà un téléphone portable. Et donc, mon souvenir, c'est que je suis au lycée, c'est la pause de l'après-midi. Et du coup, maman m'appelle sur le temps de pause. Je décroche et j'ai maman qui est en pleurs. Je comprends à moitié ce qu'elle me raconte. Donc, je savais que en fait, tu devais rester plus longtemps que prévu. Mais c'était assez flou de pourquoi tu devais rester plus longtemps que prévu. Puis, on nous disait il fallait qu'elle fasse des examens complémentaires, donc ça risque de durer encore un peu. Donc, j'ai dit d'accord, mais c'est quand même un peu stressant. Et donc là, d'avoir maman en pleurs, je pense que ça m'a vraiment beaucoup choquée. Et du coup, elle m'a annoncé qu'en fait, tu allais te faire opérer. Je savais pas ce que c'était un défibrillateur implantable, donc j'ai dit OK. Mais pour moi, l'opération du cœur suffisait pour dire oh là là, c'est vraiment terrible. Et je pense que j'avais vraiment un gros moment de sidération. Donc ça, j'ai pris conscience de tout ça bien longtemps après, hein, mais j'ai vraiment sidération. Et pour pas montrer mon inquiétude, j'ai rien dit. J'ai essayé de rassurer maman au téléphone pour qu'elle arrête de pleurer. Mais après, j'avais franchement très très peur. Hein. J'avais vraiment très très peur. Et du coup, pour toi, Fanny, quel est ton souvenir, on va dire, le premier souvenir très marquant pour toi, lié à ta maladie? Ou ton problème cardiaque, vu que tu connaissais pas encore le nom de ta maladie à l'époque? Premier souvenir qui m'a vraiment marqué, je crois que c'est le fait que j'ai pu réussir à monter les marches d'escalier à la maison. Tu peux décrire un peu ce que tu ressentais? En gros, c'était un étage, donc c'était 16 ou 17 marches, je crois, qu'on devait monter, et que j'y arrivais pas. Je me souviens que je devais me faire la pause au milieu. Et puis, une fois arrivée en haut dans la mezzanine, je reprenais le souffle et que, ouais, j'étais essoufflée, hein. Comme si tu venais de faire un marathon. Ouais, c'est clair. Et du coup, ça m'a... Je crois que c'est mon premier gros... Déclic, choc. de se dire, il y a Ouais. un truc qui cloche, quoi. Ouais, parce que... En vrai, vous montez les les marches 2 par 2 et moi, arrivée en haut, j'étais en PLS. Du coup, je me suis dit, c'est bizarre, mes sœurs, elles arrivent, 2 par 2 et moi, arrivée en haut, c'était essoufflement, intense, quoi. Du coup, je me suis dit: c'est qu'il y a un problème quand même, quoi». Et à l'époque, là, quand tu avais du mal et que tu étais déjà très, très essoufflée, tu savais que tu avais un problème au cœur ou pas encore? Non, Non. c'était juste avant, je crois. Parce qu'il y avait aussi le fait, que les crosses, j'y arrivais pas à l'école. Et aussi, vu que je faisais du handball et que toutes les filles arrivaient à faire l'entraînement sauf moi, pour moi, c'était bizarre, quoi. Du coup, la deuxième question que je voulais vous poser, c'est lié du coup après toute la période d'errance diagnostique pour Fanny qui a duré quasiment 8 ans. Quand on savait que tu avais un problème au cœur, mais qu'on ne savait pas d'où ça pouvait venir, ni si c'était lié à une maladie en particulier. Est-ce que Fanny, tu peux juste peut-être nous rappeler quand est-ce que tu as eu ton diagnostic? Ouais. On va voir tous les Allemands qui vont partir du camping aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Utopia nous chasse. C'est bon là ou il y en a encore? Oui, non, c'est bon. Fanny, est-ce que tu pourrais nous rappeler, un petit peu resituer quand est-ce que tu as appris que tu étais atteinte de la maladie de Danon et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Alors, quand j'ai été diagnostiquée de la maladie de Danon, déjà, c'était en 2016, donc c'était, je crois, 8 ans après. Le premier diagnostic de la cardiomyopathie hypertrophique sévère. Et le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, c'était plutôt du soulagement dans le sens où j'ai pu mettre un mot sur mes mots. En fait, ça rassemblait beaucoup de choses. Par exemple, la dyslexie, le problème des yeux, l'essoufflement, la fatigue, le fait d'avoir de la kiné dès le plus jeune âge, les douleurs musculaires. Et en gros, ce petit mot
de 5 lettres à regrouper plein de symptômes. Et en fin de compte, on se dit, en fait, c'est pas moi, c'est dû à quelque chose, quoi. Lydie, est-ce que alors je teste un petit peu. Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu pourrais, toi, expliquer ce que c'est la maladie de Danon? Là, c'est une question difficile, hein. Non, ça touche les chromosomes, chromosome X. Ouais, c'est lié au chromosome X, ouais. Et du coup, c'est un truc avec les molécules. Ton corps, il évacue pas le sucre. C'est ça ou pas? On est presque bon. Vas-y, Fanny, utilise les termes médicaux scientifiques. Ah ouais, non, mais moi je fais mode maternelle. Non, hein. mais c'est bien, hein, t'avais Une maternelle, c'est Bah, chaud. quand toi tu nous écris tes trucs de compte rendu par SMS du médecin, moi je comprends rien. D'où mes ateliers ETP. En gros, la maladie Danon, c'est une maladie neuromusculaire ultra rare. C'est neurodégénératif. Non, on peut pas dire ça. En gros, c'est lié à l'X. Donc, tu as l'X, qui est un chromosome. Dans ce chromosome, tu as des cellules. Et dans ces cellules, il y a des noyaux, et ainsi de suite. Et en fin de compte, c'est un gène. Donc, c'est la cellule qui a un gène. Et ce gène est défaillant. Ce gène s'appelle le gène LAMP2. Et c'est un gène qui, du coup, fait des protéines, normalement, pour justement ne pas stocker le glucose, enfin les glucides. Pas vraiment, parce qu'en fin de compte, c'est une maladie qui est autophagique, ça se dit? Ouais, c'est ça. Ah, là, tu m'as perdu, tu vois. C'est la capacité de s'auto-manger, si tu Voilà. veux. La cellule digère soi-même les protéines qu'il y a à manger dans la cellule. Et au lieu de le rejeter, moi, je le remange en imagie. Et en gros, ça fait un surplus. Et du coup, vu que ce gène-là ne fonctionne pas, y a tout le corps qui bug à cause de cette petite faute de frappe d'orthographe dans mes gènes. Tu vois, ça serait trop stylé si dans le futur, la science, elle pouvait faire en sorte de créer un médoc pour contrer le fait que ton corps ne puisse pas faire ça. Tu veux parler des thérapies qui sont en cours, enfin des différents essais cliniques et où on en est dans la recherche actuellement? Les différentes recherches qu'il y a aujourd'hui, c'est par exemple, il y a Pharma Rocket ou Rocket Pharma qui est en Amérique. Mais eux, ils ont arrêté la thérapie. En fait, c'était une injection. C'était de la thérapie génique? Ouais. Du coup, c'était de l'injection de ce gène, justement. Ouais, c'est comme pour les diabétiques qui s'injectent du sucre. Pas Non, tout c'est à vraiment, en fait, C'est ils vraiment- injectent le gène. Là, c'est Sauf que vrai. là, il y a... T'injectes le gène? Mhm. Sauf que là, en fait, il y a eu un mort. Du coup, ils ont arrêté. Donc, ils reprennent à zéro. En fait, pour la thérapie génique, comme c'est vraiment tout récent, il faut passer par les différents stades pour que ça puisse être commercialisé. Donc en fait, c'est des protocoles d'essais cliniques. Ouais. Et donc là, il a été stoppé en phase 2, je crois. 3. Si sur les gens, je crois que c'est peut-être déjà à 3. En tout cas, voilà, c'était uniquement sur des patients qui vivaient aux États-Unis. Ouais. Et il y a eu un décès. Et donc, il faut qu'ils sont en train de rechercher si ce décès était lié à la thérapie génique qui était prise par ce patient-là ou si ça n'avait rien à voir et que finalement, c'est juste un décès lié aussi à la maladie en elle-même. Parce que C'était un homme? Oui. Parce que vu que la maladie, elle atteint plus et plus gravement les hommes, vu qu'ils ont qu'un chromosome X. Il me semble que c'était un garçon parce qu'il voulait privilégier les garçons et il me semble qu'il y avait que des garçons en test. Dans l'étude, ok. Et du coup, on va peut-être parler aussi sur ce qui se passe un peu en Europe, en France. En Europe, du coup, il y a le projet Dreams qui fait partie du Généton. En gros, eux, ils vont traiter 5 pathologies, dont la maladie Danon. Et donc, les chercheurs, ils travaillent avec l'intelligence artificielle pour partir des médicaments qu'ils connaissent déjà pour en créer un nouveau. En fait, de 1, ça coûte moins cher et de 2, on saute des phases, par exemple la souris et tout ça. Parce que vu que le médicament, à la base, il est déjà commercialisé, on n'a plus besoin... En fait, il n'y a plus de protocole à faire en amont. Ou peut-être moins lourd, quoi. Ils vont pas inventer un nouveau médicament. Ils essayent de trouver sur les médicaments qui sont déjà commercialisés sur le marché, peut-être pour d'autres symptomatologies, d'autres maladies, à l'aide de l'intelligence artificielle et des recherches scientifiques, voir si dans tous les médicaments qui existent déjà, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui pourraient être bénéfiques dans le cadre des 5 pathologies qui ont été sélectionnées dans le projet Dreams. Ça évite en fait de refaire
tous tes protocoles de recherche pour commercialiser un nouveau médicament parce que c'est super, super long. Donc, on accélère en utilisant ce qui est déjà présent et voir si ça peut être adapté du coup aux patients, notamment Danone. Mais du coup, ça, c'est actuellement, c'est ce qui est en cours pour les phases de recherche. C'est ça. Et c'est sur 5 ans. Du coup, je voulais aussi vous poser une question concernant comment est-ce que chacune a vécu les choses tout au long des derniers 16-17 ans de maladie de Fanny. Est-ce qu'on arrive à en parler entre nous? Est-ce qu'on a gardé certaines choses pour nous pour pas heurter ou faire trop de peur à l'autre? Tu veux commencer, toi, Lily? Bah ouais, je peux. Émotions, si je dois les citer. Alors, stress, angoisse, peur. Après, il y a eu des petites joies, des petites victoires. Ça serait quoi? À chaque étape, à chaque fois. Déjà, quand elle s'est fait implanter son défibrillateur. Déjà, c'était rassurant parce qu'on savait que s'il devait lui arriver quelque chose, au moins elle avait ça. Et ensuite, à chaque fois, ces traitements qui évoluaient, qui la faisaient aller un peu mieux. Et puis, la greffe à la fin, la plus grosse des victoires pour l'instant. On va toucher du bois, que ça continue. Je pense qu'on s'est toujours beaucoup parlé. On était toujours là les unes pour les autres. Toujours encore, depuis, ça fait très longtemps. Je pense que la maladie nous a soudés aussi. Après, si on se dit tout, je pense pas. Non, jamais. Surtout quand, je pense comme toi, Mylène et moi, je pense quand on a très peur et qu'on est stressé, et on essaye de pas trop le dire à Fanny pour pas que ça la stresse elle et que ça l'angoisse encore plus. Parce qu'on partait du fait que t'avais déjà t'étais consciente de plein de choses et que on n'avait pas forcément besoin de te rajouter nos inquiétudes, tu vois, nos incertitudes. Je sais pas si on a bien fait ou pas, dis-nous. En vrai, je sais pas, je pense que c'est propre à chacun. Vraiment. Il y a pas Il n'y a pas de règle. de mode d'emploi Mais pour ça. t'aurais aimé qu'on te... Je sais pas, moi... Mais par exemple, moi, j'allais plutôt discuter juste avec Lydie pour lui parler de mes peurs et tout. Et du coup, on a échangé plutôt toutes les deux sur... on a peur pour toi, on sait pas comment ça se passait. Enfin, On se faisait flipper entre nous. Ouais, tu vois. Mais du coup, on t'incluait pas dedans. Est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise tout ça? Je sais pas, parce qu'en vrai, moi, je vous disais que ça allait. Quand je dis que ça va, c'est que ça va. Hein. Ouais, non, des fois, tu disais que ça allait pas. Mais si. Ça, je trouve qu'elle a beaucoup travaillé sur elle-même parce que quand ça va moins bien, elle arrive à le dire maintenant. Maintenant, Alors oui. qu'au début, tu gardais aussi beaucoup plus pour toi, je trouve. Ouais, mais au début... Oui, t'étais jeune. Tu sais pas trop comment gérer le truc. Hein. Non, mais genre même il y a pas si longtemps que ça, quoi. En vrai, je sais pas, moi je trouve que c'est propre à chacun. Et puis, si tu as besoin d'en parler avec le patient, tu vas le voir et tu lui demandes s'il est OK. Sinon, voilà, enfin, c'est comme ça. Enfin bon, nous, ouais, moi pareil que toi, Lydie, tout pareil. C'était plutôt le fait de garder un peu mes grosses inquiétudes pour moi, mais du coup les partager plus avec Lydie pour pas te stresser davantage. Même si j'avais pas envie que, du fait qu'on pose pas de questions, tu penses qu'on s'en foutait. J'espère que t'as jamais eu cette impression-là. Non, Parce que c'est pas le cas. non, j'ai jamais eu l'impression de ça, en vrai. Mais effectivement, je pense que ton parcours nous a vraiment soudés toutes les trois. Et je pense que le but, c'était vraiment de rester unis. L'union fait la force. Ouais, carrément. Non, mais vraiment. Ça aussi, chacun réagit comme il peut. Hein. Il y en a, ils préfèrent s'en éloigner. Ouais, après, moi, c'était plutôt le flou, dans le sens où pendant 8 ans, je disais oui, bonjour, je suis malade du cœur, mais je sais pas d'où ça vient. Ça, c'est dur aussi de pas être cru. Enfin, si, cru sur ça t'avais quelque chose, mais de pas savoir dire pourquoi. En fait, dans le sens où tu sais pas, tu comprends pas le lien qu'il y a entre le cœur, les yeux, le fait d'avoir des problèmes à l'école, du trouble du langage, machin, et tout ça. Et puis après, le jour où on m'a appris que j'étais atteinte de Danon, en gros, j'ai fait la faute d'aller sur Wikipédia où il y a écrit mort subite, hein. Mais après, je me suis dit, bon, on va chercher en anglais. Et c'est là où, du coup, en fait, j'ai vraiment tout cherché à fond et où je me suis dit, bon, c'est pas si grave en soi parce que, du coup, il y a la greffe, quoi, en issue. Et vu qu'on me l'avait déjà dit à mes 15 ans, je me dis, c'est possible de s'en sortir. Et le fait que je pense m'y avoir vraiment
penchée sur cette pathologie, enfin de m'y être vraiment penchée sur cette pathologie et d'avoir fait vraiment beaucoup de recherches, quelque part, ça m'a un peu rassurée de comprendre en fait le fonctionnement de la pathologie, ce qui va un peu m'arriver. Tu voulais vraiment savoir à quelle sauce t'allais être mangé, quoi. Ouais, à peu près. Bon, après, le coup de l'AIT, de l'accident ischémique transitoire, celui-là, je l'ai pas vu venir, Personne, je pense. mais c'est clair que là, bon, j'ai eu très peur d'y passer. Après, j'ai bien été prise en charge. Et en vrai, je pense que le fait d'avoir eu un corps médical à côté en qui j'avais vraiment confiance joue beaucoup aussi. Dans le sens où je peux leur parler. J'avais Ouais, t'es comme... bien entourée Ouais, médicalement parlant, quoi. clairement. Franchement, les cardiologues que j'ai eus ont... Un big up au cardiologue quand même, quoi. Et moi, je me souviens avant qu'on sache que t'es Danone, quand c'était juste encore pour nous, enfin, quand il t'avait diagnostiqué la cardiomyopathie hypertrophique, je me souviens que c'était l'époque où Frère Scott, ça passait à la télé. Et Lucas Scott, il avait la même chose. Et du coup, je me suis dit, oh, c'est trop stylé, elle a la même maladie que Lucas dans les Frères Scott. Du coup, moi, je trouvais ça cool presque à l'époque, quoi. Et la même pathologie que Lilian Thuram. On a eu la chance, enfin, tu as eu, tu vois, je dis on, tu as eu la chance d'avoir du coup la greffe cardiaque, une seconde vie. Comment tu te sens depuis la greffe? Puis la greffe, je me sens bien. Bon, alors, il y a des hauts et des bas, hein, comme partout. Ce qui est dur, c'est pas de s'approprier ce nouveau cœur, mais en fait, de tout recommencer à zéro et de tout réapprendre dans le sens où... faut s'imaginer un bébé qui réapprend à marcher, mais pas dans le sens physique, on va dire, la marche, mais qui réapprend à marcher dans le sens plutôt comment gérer le cœur, dans le sens accélération, freinage, modérer ses temps et pas tout T'as vouloir. redécouvert des sensations, du coup, que t'avais plus. Que j'avais jamais. C'est vrai? Ah ouais? Là, je pense par exemple les extrémités des mains chaudes. Ouais, par exemple ça, ou le fait de pouvoir aller un peu plus vite, ou... Bah, vu qu'avant que t'avais toujours les bêta-bloquants en plus, qui te maintenaient ton rythme cardiaque à peu près stable. Ouais, mais même avant les médicaments, je me souviens que quand on faisait les randonnées, j'étais toujours à la traîne, hein. T'étais toujours derrière. Et depuis la greffe, tu dirais que c'est quoi le fait le plus marquant que tu aies pu faire? Bon, ça fait pas non plus 1000 ans, hein, mais depuis ta greffe, c'est quoi la chose la plus incroyable que tu as faite, que tu as pu faire alors qu'avant tu n'aurais jamais pu le faire? Je pense que c'est le fait de pouvoir courir sans se dire Oh, je vais peut-être mourir. Et toi, Lydie, c'est quoi? Bah, c'était ça, hein. J'étais encore en Australie à l'époque. Et c'était pendant ta rééducation après la greffe. Ouais. Ils te faisaient les tests, je crois. Non, c'est moi qui ai demandé Et là, elle nous a envoyé la vidéo où Fanny, elle était en train de courir. J'ai pleuré. Même là, ça me donne envie de pleurer. J'ai vu Fanny courir pour la première fois depuis des années. Mais je pense que j'ai jamais couru, en fait, hein. Bah, tu courais, mais c'était au ralenti. Et après, t'étais au bout de ta vie, quoi. T'étais essoufflé et tout. Ouais, je sais pas. La revoir courir, c'était Ouais, super c'était fort. quelque chose. Et toi, Mylène? Souvenir le plus marquant après ta greffe? Franchement, c'est pas tellement fou, mais pour moi, c'était vraiment beaucoup, c'est quand j'ai touché les mains et qu'elles étaient chaudes. Je crois que c'est la première fois que je me suis dit: «Ah ouais, quand même, hein!» C'est pas tellement spectaculaire, mais comme Fanny avait toujours des glaçons à la place des mains, quand j'ai senti que tu avais les mains chaudes, je me suis dit: «Ah ouais, c'est chouette!» Moi, c'était soit les mains chaudes, soit la couleur de la peau, ou alors le fait que je puisse entendre Ces pulsations, les pulsations dans le cou. Ça, c'était quelque chose. Des petits trucs qui sont censés être normaux, quoi. Après une tempête émotionnelle. Fanny, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, tu disais tout à l'heure que tu avais vraiment besoin de t'informer pour savoir à quelle sauce tu allais être mangée, et très tôt, tu as su que la greffe, ça serait l'option la plus probable. Est-ce que tu t'es préparée, du coup, à cette éventualité, aussi bien physiquement, psychologiquement, je sais pas, dans la vie quotidienne? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu l'as fait? Alors, pour me préparer à la greffe, déjà, j'ai été suivie psychologiquement par une psychothérapeute. Donc, on en a beaucoup parlé. On m'a préparée à cette éventualité. Après,
En début 2023, je le savais déjà que potentiellement ça allait arriver assez vite. Donc, j'ai travaillé avec elle sur ça depuis ce moment-là. Ensuite, au niveau physique, c'est vrai que les 2 rééducations cardiaques que j'ai faites avant m'ont beaucoup aidée pour tenir physiquement l'opération. En vrai, il faut être malade, mais en bonne forme quand même pour pouvoir récupérer. Donc, il faut pas être un légume, mais il faut pas être non plus un grand sportif, parce que sinon, on n'est pas éligible, on va dire. Donc, je pense que le fait d'avoir fait les 2 rééducations, d'avoir marché tous les jours à la maison, encore en plus, même si j'étais très, très, très fatiguée et que j'étais à bout de souffle, je le faisais parce que je savais que c'était hyper important pour la récupération post-op. Et après, au niveau alimentation, en fin de compte, j'avais déjà un régime en place via l'insuffisance cardiaque que j'avais. C'est-à-dire que je mangeais pas salé. Par contre, ce qui était difficile au début, c'est qu'en fait, on passe de 0,5 litres à 1 litre par jour et après la greffe, il faut boire entre 2 et 3 litres par jour. T'avais pas le droit de boire trop avant la greffe? Avant la greffe, j'avais pas le droit de beaucoup boire parce qu'en fin de compte, vu que mes reins ne fonctionnaient plus bien, que le cœur ne pompait plus bien, plus je buvais, plus ça mettait à mal mes organes. Et donc, j'étais limitée à 1 litre d'eau par jour. Et après la greffe, en fait, pour éliminer toutes les toxines que les anti-rejets mettent dans les reins, il faut beaucoup, beaucoup boire. Donc, il est même recommandé de boire jusqu'à 3 litres d'eau par jour. Et ça, c'était un défi, je pense, pour moi, parce que tu passes de 1 litre à 3 litres, c'est énorme. Au niveau de l'alimentation, t'as changé des trucs ou pas? À part, franchement, je trouve pas trop. T'as toujours assez bien mangé. T'as toujours fait attention à ce que tu mangeais. Oui. Le fait que j'aimais pas le carpaccio, ni les sushis, ni tout ça, tout ce qui est cru, ça m'a beaucoup aidé. T'as pas le droit de manger du salami? Non. Ah, la misère. Tout ce qui est cru. Ou séché, j'ai pas le droit. Mais c'est pas grave, hein. C'est meilleur pour la santé. C'est pour la bonne cause en plus. Exact. Et du coup, pour finir cet épisode un petit peu de comment est vécue une pathologie cardiaque au sein d'une fratrie. Je vais dire une sœurrie parce que c'est plus juste. Féministe. Voilà, jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, par exemple, justement à des personnes, que ce soit frères et sœurs ou même amis proches qui pourraient vivre la pathologie lourde d'un de leurs proches? Déjà, ceux qui sont malades, continuez à vous battre. Ça peut que aller mieux. Et ceux qui vivent ça avec leurs proches qui sont malades, c'est OK si vous voulez des fois vous en défaire et de vouloir juste vivre votre vie. Parce que je sais que des fois, moi, je culpabilise parce que j'ai envie de faire des trucs et j'ai pas envie d'y penser. Au fait que Fanny, elle est malade et qu'elle peut mourir. Et je sais que des fois, c'est lourd psychologiquement de toujours devoir... Mais ça l'est, ouais. Ouais, et que c'est OK, mais faut rester unis. L'union fait la force, comme elle a dit Fanny. Du coup, je dirais que la communication, ça reste le pilier central, qu'il faut ne pas hésiter à parler des choses, à oser poser les questions, pas n'importe comment, trouver le bon moment, bien sûr, mais en discuter. Moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien, notamment le projet de podcast, il est venu au moment où l'idée de la greffe, elle est arrivée pour Fanny. Et je pense que c'est pas pour rien parce que je me posais vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Ça me faisait vraiment très, très peur et j'arrivais pas à trouver les réponses que je voulais. Et on se sent parfois seul aussi là-dedans. Ouais, de communiquer avec Fanny, de se dire « Ah oui, mais toi, est-ce que des médecins t'ont donné des infos sur ça? Est-ce qu'ils t'ont donné des infos sur ceci ?» Enfin, tu vois, le fait que tu m'aies donné le livret qu'ils t'ont donné à l'hôpital pour, tu sais, qu'est-ce qui va se passer pendant la greffe, avant, après, combien de temps de rééducation. Ouais, bon, enfin, pour moi, il n'y a rien qui s'est passé comme ils ont dit. Hein. Bien sûr, ouais, mais ça faisait tu vois, ça te donnait quand même une certaine piste
Une idée de ce une que... idée. Hein, tu vois, parce que moi, je m'imaginais pas. Je savais pas combien de temps tu pouvais rester à l'hôpital. Bon, finalement, toi, t'as fait Speedy Gonzalez, t'es resté 15 jours. Mais Et c'est Et du je suis rentrée à la ciao, j'en ai maison. marre. oui, voilà, c'est surtout ça. Mais moi, je m'étais dit, waouh, mais comment ça va être super long. Parce que du coup, moi, je me disais, waouh, mais comment je vais m'organiser pour, tu vois, aller te voir. Tu vois, même au niveau du travail, parce que j'ai une famille à côté. Mais du coup, gérer tout ça, je me suis dit, waouh, comment je vais faire. Mais Parce tu vois, que- c'est ce que je disais dans le sens où si des fois, t'as pas envie de faire face à ça. Parce qu'on a un groupe, du coup, on est toute la famille, où Fanny, elle nous partage à chaque fois tout ce qui lui arrive. Et des fois, je lis les messages, et quand moi, ma charge mentale perso est déjà saturée, je me dis, ah non, pas ça encore. Alors, je le mets de côté, et je reviens le lendemain ou 2 jours après, et je dis, bon alors, c'est bon. je suis prête. Ouais. Ouais. Genre, c'est ok de se laisser aussi un peu le temps et de... Ah, mais Mais carrément. clairement. Ouais, il faut. Mais il faut pas culpabiliser face à ça. Parce qu'il y en a, ils doivent se dire, je suis obligée de... Mais du coup, si toi, t'es pas dans un bon mood perso, bah tu peux pas faire Bah, face t'es à pas ça aidant. pour les autres non plus, quoi. Et toi, Fanny, en tant que patiente, quelles sont les choses que tu penses que c'est bien de proposer en tant qu'aidant proche ou Qu'est-ce des qui te fait choses... du bien, toi? Ouais, qu'est-ce qui te fait du bien en tant que patiente quand on vient te proposer de l'aide ou te poser Je des vais pas questions? répondre à votre question, mais en tout cas, moi, je vais dire que je vais dire un truc, je pense, qui va parler un peu à tout le monde. Faut s'imaginer que le patient, c'est l'épicentre d'un tremblement de terre. Mhm. Donc, on va dire que le patient, il est à une certaine magnitude, qu'il est fort. Sauf que le tremblement de terre, il va pas s'arrêter au patient. Il va aller plus loin. Du coup, ça veut dire que, en fin de compte, une maladie, ça touche pas juste une personne, ça touche plein de personnes. Alors, ok, le patient, il va le vivre d'une certaine manière, mais à côté, il y a les aidants, il y a les amis proches, lointains, et ainsi de suite. Donc, en fin de compte, on va dire que le patient, il va le vivre beaucoup plus fort, puis les aidants un peu plus forts, mais pas Bah, aussi c'est différent. intenses, et ainsi de suite. Ce qui est un peu, je pense, dommage dans la société d'aujourd'hui, en 2025, c'est qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en place pour les patients, mais qu'on oublie les aidants. Alors qu'en fin de compte, par rapport à ce tremblement de terre, ils sont tout autant touchés et ils morflent tout le temps et on met rien en place pour eux. On est les dommages collatéraux. C'est un peu ça. Et du coup, je pense qu'on devrait mettre plus de choses en place pour les aidants, au niveau psychologique ou même dans le sens, comment mieux comprendre le patient, comment l'aider vraiment. Et ça serait, je pense, une charge en moins pour tout le monde. Et je pense que c'est aux professionnels de santé de mettre ça en place parce qu'ils sont là pour ça. Sauf qu'il n'y a rien qui est mis en place. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais créer des ateliers pour les aidants. Parce que il n'y a pas juste le patient, mais en tout cas, une maladie, c'est plein de monde. Bah, même les conjoints, souvent. Hein. Comme toi avec Raphaël, ton C'est ce que copain. je viens de découvrir, c'est qu'en fin de compte, quand il y a un patient qui est atteint d'une pathologie quelconque, il n'y a pas juste un aidant. Moi, par exemple, j'en ai une multitude. J'en ai au moins 10. Alors qu'en vrai, tout le monde pense qu'il y a un aidant, mais en fin de compte, non, il y en a beaucoup. Il y en a Il beaucoup, y en ouais. a beaucoup. Bah, c'est bien. Mais On se répartit la tâche. Quand on a un qui Et est c'est pas en mieux, état 2, ça t'en as d'autres qui prennent le relais. démultiplie mais les ça, ressources. qui s'en rend compte? Oui, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on traite un patient de manière isolée. Et toi, tu Clairement. proposes de traiter tout l'écosystème autour du Et- patient. C'est ouais. ça. Et en tant qu'aidante, moi, ce que je peux dire, c'est que ce qui est complexe, c'est qu'on sait que le patient qui est, du coup, comme tu disais, l'épicentre du séisme, nous, on subit les ondes de choc. Mais ce qui est dur, c'est qu'en tant qu'aidante, tu te sens jamais légitime de dire que tu as des difficultés. Parce qu'en fait, ce que toi, tu vis, c'est tellement, tu vois, supérieur, que tu te donnes pas la possibilité de dire que... Moi, je pense pas qu'il de faudrait te se plaindre. taire. Oui, mais c'est pas évident. On n'est pas tous égaux face à ce genre d'événement. On le gère tous différemment et la personne, elle est pas... on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous le même courage, on n'a pas tous la même force, on n'a pas tous la même vulnérabilité. Enfin, Ouais, c'est vrai. et je pense que du coup, alors ça serait dur de faire du sur-mesure,
Mais je pense que quelque chose est possible. Et donc, pour clôturer cet épisode, qu'est-ce qu'on aura envie de se dire? Un dernier mot? Enfin, moi, À nous? Ouais, à nous, pour nous. Je vous aime fort. Ouais, moi aussi. Je vous aime et puis Encore plein d'aventures. Ouais. plein de sorties, plein d'engueulades. C'est le meilleur, ça. Un peu Et puis, piquant. ouais, tu vois. Mais ça dure jamais très longtemps, donc Ouais, non. c'est cool. Ouais. Merci à vous. Merci à C'était vous les cool. filles. Ouais, c'était chouette. Allez, et ciao, ciao. À la Ciao. prochaine. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On espère que cet épisode vous aura touché et peut-être aidé à vous sentir un peu moins seul face à la maladie. Et si vous le pouvez, pensez à soutenir la recherche en participant au Téléthon. Chaque geste compte. Merci à vous.